Dans le ciel de Paris, un personnage ailé s'élève au-dessus du tumulte de la place de la Bastille. Chaque jour, des dizaines de milliers de véhicules circulent tout autour. En remarquant à peine cet édifice, la colonne de Juillet. Symbole de ce quartier, elle est strictement interdite d'accès. Sylvain Michel est l'un des seuls à pouvoir y pénétrer. C'est le conservateur. Et 2 fois par an, il effectue un tour d'inspection. Ici, ce qui frappe en premier lieu, c'est ce silence. C'est totalement différent, oui. On oublie Paris, on est sur un endroit très peu connu, presque confiné, c'est un autre univers. Sylvain Michel commence par inspecter ce couloir de marbre qui fait tout le tour du socle. Il est soumis à un fort taux d'humidité. Ça amène des sels qui cristallisent en surface et qui ont suffisamment de force pour faire éclater l'épiderme extérieur de la pierre. L'effet un peu moutonnant, c'est justement ces sels qui cristallisent. On intervient sur des éléments qui sont très très précieux. L'objectif, c'est de conserver le patrimoine, donc d'intervenir de manière un peu homéopathique, hein, et là où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire. Et c'est là toute la difficulté. Si ce décor caché de tous est aussi majestueux, c'est que ce monument est en fait une nécropole. Ici reposent les corps des révolutionnaires tués sur les barricades durant les 3 Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. 3 journées qui ont conduit à la chute de Charles X. Les noms de ces révolutionnaires sont encore visibles aujourd'hui, à l'extérieur, sur la colonne. Érigée en 1835, ce fut et l'une des toutes premières constructions en métal de l'histoire de France. À l'intérieur, ni pierre, ni bois, tout est en bronze. Cette architecture inspirera Gustave Eiffel et Auguste Bartholdi pour la construction de la Statue de la Liberté. Car cette colonne est un modèle d'ingéniosité. Par exemple, ici, on est sur le revers d'un mufle de lion. On voit ici qu'il est ouvert de manière à pouvoir permettre une ventilation de la colonne et justement limiter une partie des phénomènes de condensation. Ce n'est pas une décoration pour le seul plaisir de la faire, il y a toujours un fondement technique par derrière. Au total, il faut gravir 140 marches pour atteindre le Lanternon. À plus de 50 mètres du sol. Impressionnante, hein. C'est l'une des plus belles vues de Paris, je pense. Enfin, c'est le conservateur qui parle là. Les plus reconnaissables, vous avez la Tour Eiffel juste en face, hein, Notre-Dame de Paris, et évidemment le Centre Pompidou juste en face également. C'est vraiment une vue à 360 degrés sur le paysage parisien. D'ici, la vue est aussi imprenable sur le protecteur du quartier. C'est le génie de la liberté qui prend son envol avec dans une main les chaînes brisées, la servitude et puis le flambeau qui disperse la lumière. Et il prend place sur un globe. C'est une allégorie universelle. C'est le gain des libertés sur l'ensemble du globe. L'installation de la colonne sur cette place ne doit rien au hasard.
car c'est ici que se dressait avant 1789 un symbole de l'arbitraire de la monarchie absolue. À cette époque, ce quartier est encore aux lisières de Paris. Au centre se dresse une forteresse colossale, la prison de la Bastille. Cet édifice est alors considéré par le peuple de Paris comme l'expression du despotisme royal. Car on peut y être enfermé à tout moment, sur simple décision du roi. Nous sommes au début de l'été 1789. Le 14 juillet, la révolte éclate quand les Parisiens prennent d'assaut la Bastille. C'est le début de la Révolution. La prison tombe aux mains des émeutiers. Ils la démolissent alors pierre par pierre. La Bastille disparaît à tout jamais. La bibliothèque de l'Arsenal, à quelques centaines de mètres de la place, abrite les rares vestiges qui ont pu être sauvés. Ces milliers de dossiers contiennent les archives des prisonniers passés par la Bastille. On trouve notamment des ouvriers déserteurs, des adeptes de jeux d'argent, ou encore des journalistes, que l'on appelait à l'époque des nouvellistes. Un trésor miraculeusement parvenu jusqu'à nous. En fait, le jour de la prise de la Bastille, les émeutiers ont libéré les prisonniers, qui n'étaient plus très nombreux, il n'y en avait plus que 7 dans les murs. Mais ils ont également vidé les archives qui étaient bien rangées, conservées dans un local adéquat. Ils les ont jetées dans les fossés et ils les ont répandues par terre. Et donc ces archives ont été ramassées par des archivistes, finalement, des bibliothécaires qui, après quelques péripéties, les ont transportées jusqu'à la bibliothèque de l'Arsenal, qui était alors en cours de constitution. Parmi les embastillés les plus célèbres, le sulfureux marquis de Sade et le philosophe des Lumières, Voltaire, emprisonné 2 fois pour écrits séditieux. Nous avons ici un interrogatoire de Voltaire, signé de sa main. Il signe sous son nom, avant qu'il adopte le pseudonyme de Voltaire, son nom paternel, qui est le nom de Arouet. Ces boîtes renferment aussi les archives d'un prisonnier mystérieux, le Masque de Fer, qui a notamment inspiré Alexandre Dumas. Je pourrais vous montrer cet avis sur la mort du Masque de Fer, justement. Le prisonnier inconnu, toujours masqué, lequel le prisonnier s'étant trouvé hier un peu mal en sortant de la messe, il est mort ce jour-là, sur les 10 heures du soir, sans avoir eu une grande maladie. Il a été enterré sous un faux nom au cimetière Saint-Paul. On n'a jamais su qui était voilà, les historiens en discutent encore. Tous ces documents sont en cours de restauration dans le laboratoire de la bibliothèque. Ils seront ensuite numérisés et mis en ligne. L'histoire de la plus célèbre prison de France sera désormais accessible à tous. Bientôt, tout le monde pourra rechercher s'il avait un ancêtre emprisonné à la Bastille. Juste à côté de la bibliothèque, il existe une institution dont les portes ne s'ouvrent qu'exceptionnellement. C'est ici que s'entraînent les 150 cavaliers de la garde républicaine. Hélène Bussy fait partie de ce peloton d'élite chargé de la sécurité des palais d'État. Ce matin, son cheval a besoin qu'on lui change les fers. Et ça, c'est l'affaire des maréchaux ferrants de la caserne. Ce sont aujourd'hui les derniers à exercer ce métier à Paris.
À la garde républicaine, la règle est simple. Chaque cavalier est responsable de son cheval. Alors Hélène prête main forte. Il se laisse un petit peu porter celui-là, alors ça fait un petit peu de poids, mais ça va. Merci, à table. Deuxième opération, le matricule. Donc c'est une marque à chaud qui pénètre dans la corne, qui bien sûr ne fait pas mal. C'est une tradition qui est faite depuis toujours. On réalisait le matricule des chevaux autrefois pour recenser les chevaux au combat. Donc ça permettait, si un cheval mourait au combat, en fait, au lieu de ramener tout le cheval pour savoir lequel avait péri en fait, au combat, il ramenait que Le pied. le pied. Allez Lolo, on va essayer tes nouvelles chaussures. Aujourd'hui, ces chevaux ne font plus la guerre. Mais pour assurer leur mission de sécurité, ils reçoivent un entraînement très spécifique. Dans ce manège, de plus de 50 mètres de long. Construit par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889, il a été démonté et remonté ici quelques années plus tard. Tout le monde est chaud là, c'est bon? C'est l'adjudant-chef Éric Ducatel qui dirige l'entraînement. On laisse pas le cheval s'arrêter même au point de bascule. Ça veut dire qu'on se sert du bas de jambe, de la voie éventuellement et de l'assiette. Voilà. Rien ne lui échappe, car en cas d'émeutes urbaines, la garde républicaine est amenée à intervenir. Ces chevaux apprennent donc à galoper sur des bouteilles en plastique et à évoluer dans un environnement urbain. Voilà. Et pour la sortie, vous sortez un coup à gauche, un coup à droite qui vous veulent pas la sortie. Oui, Hélène. Maintenant, tu poses tes mains. Ne l'envoie pas, ne l'envoie pas, ne l'envoie pas. Voilà, ça c'est bien. Attention à pas casser tes poignets quand même. Là. Le but, c'est de les accoutumer et puis de les soumettre un petit peu, mais tout en gardant la confiance de l'animal, en fait. Voilà, lui, il est un petit peu bébête aujourd'hui, mais on va essayer que ça se passe bien. Arrive l'épreuve la plus périlleuse. Celle de l'obstacle en feu. Pose tes mains, Hélène, pose tes mains. Il a vu, il veut y aller, donc laisse-le y aller. Voilà. Sur tes épaules. Voilà. Voilà. Pourquoi mettre le feu? Pour les accoutumer, si on se retrouve sur les abords du Stade de France, du Parc des Princes, on n'est pas à l'abri de tomber sur un cocktail, donc il faut que les chevaux ne fuient pas les vues du feu, mais au contraire, puissent aller contre. D'accord. On éteint tout. C'est délicat de le gérer, surtout quand on fait le saut par deux, parce qu'il faut être ensemble, sinon un décalage, ça peut engendrer un mauvais coup de pied et tout ça. Bon, l'objectif est atteint, il n'a pas peur du feu, voilà. Hélène et son cheval sont prêts. Dans quelques jours, ils seront affectés au palais de l'Élysée. Non loin de là, voici le canal Saint-Martin qui traverse Paris du nord au sud. Une voie d'eau en partie recouverte pour rejoindre la Bastille. C'est parti pour 1 km 800. Baptiste Gougaud l'emprunte régulièrement pour rentrer chez lui. Ces voûtes ont été édifiées par Napoléon. Baptiste les connaît depuis l'enfance. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Quand on passe dans ce genre
d'endroits magiques. On est vraiment très privilégié. Ici, on pourrait perdre toute notion de temps et d'espace. Là, on est sous Richard Lenoir. De toute façon, vous avez les rues qui sont notées. On n'est pas loin de la rue de la Roquette, en fait. Le bateau de train sort de la voûte. Baptiste se trouve en ce moment sous la place de la Bastille. Dans quelques secondes, il va arriver au port de l'Arsenal, en sortant de ce tunnel. Là, nous sommes chez moi. Quand je descends du travail, j'ai l'impression d'être carrément en vacances. Et les Parisiens, c'est les rois du Cladson. Enfin voilà, c'est. Mais ici, c'est plutôt tranquillité, calme. L'adresse de Baptiste est peut-être l'une des plus atypiques de Paris. Ce bassin servait autrefois au déchargement de marchandises. Il a été transformé en port de plaisance dans les années 80. C'est aujourd'hui une sorte de village qui compte plus de 100 résidents. Baptiste occupe cet emplacement depuis plus de 20 ans. Alors déjà, je suis rentré. C'est le principal. Allez, viens, Coco, entre. Parmi ses voisins de quai, Charlotte Thévenon. À 85 ans, c'est la doyenne du port de l'Arsenal. Bon, bah, santé à toi, Charlotte. Ben à vous tous, hein, de toute manière. Et ici, elle fait respecter les règles. On se croise sur le ponton, on se dit bonjour. Et si quelqu'un ne vous dit pas bonjour, lui faites l'observation. Ici, vous savez, on se dit bonjour. Voilà. Il y a une autre relation, et ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est Négard qui est à bord. Il y a Négard. Dans le port, elle connaît tout le monde. La brune. C'est l'hôtesse. Pour moi, c'est un monde absolument miraculeux, merveilleux, en ce sens que c'est toute génération confondue. Vous voyez mon âge, vous voyez le sien, de toute manière. Et c'est toute situation sociale confondue. C'est-à-dire que nous avons un relationnel entre nous qui est extraordinaire. Et moi, j'ai des gens que je connais depuis 20 ans, je serais encore incapable de vous dire ce qu'ils font dans la vie. C'est pas la situation sociale qui compte dans nos relations, c'est uniquement la relation humaine. Bon, il est évident qu'il y a deux quartiers ici. Il y a les Bourdonnais et les Bastillais. C'est-à-dire, on ne traverse pas... Bon, moi je connais beaucoup de monde de l'autre côté, mais on ne va pas pour un oui, pour un non du côté Bourdon. Et eux, ils ne viennent pas pour un oui, pour un non du côté Bastille. Voilà. C'est un microcosme qu'il faut préserver ô combien. Ô combien. Surplombant le port, se dresse un autre emblème du quartier. L'Opéra Bastille. Réalisé par l'architecte Carlos Hott, il a été inauguré en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Héloïse Bourdon vit un rêve. À 24 ans, cette jeune danseuse a été choisie pour interpréter le premier rôle du ballet La Bayadère, qui sera à l'affiche dans quelques jours. Oui, c'est un privilège de travailler dans un monument, en fait, parce qu'on est, que ce soit l'Opéra Bastille ou l'Opéra Garnier, on travaille dans un monument historique de Paris. Et je me dis, waouh, tu travailles ici et c'est exceptionnel. En fait, tous les jours, je viens travailler
dedans. C'est assez... c'est beau. Voilà. L'endroit qu'Héloïse préfère, c'est bien sûr la scène. Elle mesure 30 mètres de long et fait face à cette immense salle qui peut accueillir plus de 2700 spectateurs. Un record en Europe pour un opéra. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui peuvent venir nous voir danser. Voilà. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Mais en général, ils sont heureux, donc ils applaudissent, donc ça va. La Bayadère, que les danseurs sont en train de répéter, est un ballet mythique mis en scène en 1992 par Rudolf Nureyev. Derrière la scène, Attention aux pieds, attention aux pieds. on s'affaire aussi. Et ce qu'on y découvre peut surprendre. 40 tonnes de bottes de foin. Et un camion. C'est le décor de La Damnation de Faust. Un autre opéra à l'affiche en ce moment. Donc l'arrière-scène, quand on parle de grandeur, on est autour de 4000 m². Et on manque de place. Voilà, donc ça fait toujours rire tout le monde. À l'Opéra Bastille, plusieurs spectacles sont donnés chaque semaine. Le défi, c'est donc de déplacer les décors le plus rapidement possible. On essaye que tous nos décors soient montés sur nos plateformes marelles, enfin nos plateformes hydrauliques qui font 6,50 m par 6,50 m, qui nous permettent de gagner aussitôt qu'on est sur le plateau énormément de temps, puisqu'un décor comme celui-ci, une seule personne va pouvoir l'amener sur scène avec son pupitre. Une seule personne pour tout ça? Oui. De l'autre côté de la place, dans cette petite rue, se trouve une autre institution du quartier. Bofinger est la plus ancienne brasserie de la capitale, une brasserie alsacienne. Ouverte en 1864, cette adresse est aujourd'hui mythique dans tout Paris. Cette réputation lui vient avant tout de son exceptionnel décor Art Nouveau. Inscrit au titre des monuments historiques. Frédéric Tabet dirige cette brasserie de luxe depuis 2 ans. Cette salle, on l'appelle la piscine. Alors au début, j'étais un petit peu surpris parce qu'on ne voit pas trop de piscine ni rien. Et en fait, ce sont les petites chapelières qu'on a ici, sur lesquelles nos clients posent leur chapeau ou aujourd'hui leur casque de moto, qui rappellent un petit peu les piscines d'époque, où les gens arrivaient et puis se dévêtissaient en se mettant leurs petites affaires sur les chapelières. Donc voilà. Donc c'est devenu en fait la piscine. Juste à côté, cette autre salle renferme un petit chef-d'œuvre. Cette coupole de verre, réalisée en 1920 par Néret et Royer. À cette époque, ce sont les maîtres verriers les plus en vue de Paris. C'est une salle aujourd'hui qui est très très demandée par nos clients. Il faudrait qu'on ait qu'une coupole et il faudrait qu'on ait que des angles. Voilà. Et puis on est dans un décor qui est figé dans le temps, mais qui finalement n'a pas d'âge. C'est un lieu qui a vu passer plein de gens, plein d'histoires, plein d'époques. Il est encore là, toujours dans le même état. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de l'entretenir, de le faire vivre. Et je trouve ça magique. On enlève, s'il vous plaît. Allô, jeune homme. En 3 on passe, s'il vous plaît.
Chez Beaufinger, le service débute à midi pile. Alors en cuisine, c'est l'ébullition. Allô, restaurant, s'il vous plaît. À suivre 5 couverts, une garnie, un saumon, 3 magrets roses à suivre. Le chef Vélandrade prépare la spécialité de la maison. La choucroute royale. Et ça, c'est des fumoirs maison pour pouvoir remuer correctement la choucroute. Parce que l'important, c'est bien de remuer pour que toutes les saveurs soient mélangées, qu'en termes d'assaisonnement, tout soit bien mélangé. Le secret, il est là. C'est-à-dire qu'il faut la remuer au moins 3-4 fois pendant la cuisson. Il y a une petite demi-heure de temps de repos, 20 minutes de cuisson. Voilà. Je crois que l'écumoire, elle est aussi vieille que la recette. Sur cette recette, nous n'en saurons pas plus. Depuis 60 ans, ce secret se transmet exclusivement de chef en chef. Voilà. Et t'as servi. Ah oui, faut que ça parte fumant. Si ça part pas fumant, je suis pas content. Pendant ce temps-là, en salle, le directeur dorlote ses clients. Ça va, tout se passe bien. C'est ça l'esprit brasserie. Vous dites si vous n'avez pas assez de chocolat. Ah. On a la réserve derrière. Faut finir, hein? Ah oui. Ah oui, ah oui. Pour après. Ah non, oui. Hein. On se sent presque à la maison. L'architecture et les salles font que voilà, les gens se retrouvent côte à côte. Certains ne se connaissent pas quand ils s'installent et puis ils terminent le déjeuner ou le dîner, se feront des apéritifs en s'échangeant les adresses. Donc c'est un lieu de vie, c'est l'esprit brasserie en tout cas, c'est clair. Partons à présent un peu plus à l'est, à la découverte du faubourg Saint-Antoine. Cette artère, avec vue sur la Bastille, est surnommée le berceau des ébénistes depuis le 19e siècle. À cette époque, ce faubourg populaire est le royaume du meuble. Depuis la Renaissance, il attire les meilleurs artisans d'art venus de l'Europe entière. Marketeurs, menuisiers, ébénistes, le faubourg compte près d'1 millier d'ateliers, disséminés dans une multitude de passages. Aujourd'hui, dans ces passages, quelques ébénistes perpétuent encore cette tradition. Et derrière certaines portes, on pourrait se croire à Versailles. Fondée en 1840, la maison d'Isidis est spécialisée dans la réplique de meubles anciens. Tout est 100% fait main. À l'étage, juste au-dessus. Ce matin, Guillaume Perrin, le chef de l'atelier, termine l'assemblage de cette commode de style Louis XIV. T'avais un autre montant? Ouais, c'est celui-là, je pense que celui-là il va mieux là. Ouais, tu le vois à la coupe, tac. Hop là. Dernier détail après 800 heures de travail. Est-ce qu'on vient à fleur du tiroir? Là ici on vient presque à toucher. Sinon c'est celui-là qu'il faudra décaler et puis il viendra contre le bronze. Et je pense que cette commode est estimée à plus de 100 000 €. Donc là on est à 1 millimètre à chaque fois. On a un petit mille. On part d'après juste une photo. Après, on redessine tout à l'échelle 1, on retrace les marqueteries avec le marqueteur, on redessine les bronzes. On a refait tous les prototypes de bronze pour cette commode-là. Donc on voit l'aboutissement d'un rêve.
Mis à part quelques nouvelles machines, les artisans travaillent ici comme au 19e siècle. Mais hors de question pour eux de quitter cet atelier et ce quartier. Notre identité, c'est d'être sur Paris, travailler sur Paris, même si c'est pas pratique pour entrer du bois, les accès sont difficiles. On a énormément de contraintes, mais ce qui rend l'équipe aussi soudée, c'est qu'on travaille les uns avec les autres, les uns contre les autres, un petit peu là, mais c'est un patrimoine qu'il faut défendre et on le fait avec notre cœur et sans économie. Si les artisans du faubourg doivent se défendre, c'est parce qu'ils sont en danger aujourd'hui. La pression immobilière est très forte et les ateliers sont souvent transformés en loft. À quelques rues d'ici, certains artisans ont trouvé refuge sous les voûtes de cette ancienne voie ferrée, au viaduc des Arts. Et ce déménagement a parfois réservé de bonnes surprises. Il est un peu sur les graves, il est un peu tendu pour l'instant. Ouais. Ouais. Écoute, on va faire ce qu'il faut. Yann Porret est maître luthier. En s'installant ici, il a découvert que l'acoustique de cette voûte est exceptionnelle. Son atelier attire aujourd'hui les professionnels, comme le violoniste Arnaud Valin. On a besoin de pouvoir se projeter dans un son extérieur, donc forcément l'environnement est très important. Ici, je ne connais pas de meilleur emplacement pour jouer et écouter et analyser, ça c'est sûr. Là, acoustiquement parlant, en fait, c'est vrai que c'est une salle qui a une jolie réverbération, mais c'est une mini-salle de concert qui en fait permet de régler les instruments de manière absolument optimale. Yann Porret n'est pas le premier à avoir investi cette mini-salle de concert. Au XIXe siècle, les voûtes de la voie ferrée étaient déjà occupées. Il y a des gens qui commerçaient au rez-de-chaussée et qui habitaient à l'étage. Et du reste, si on observe, on voit encore les anciens points d'ancrage en fait, qui permettaient de supporter le plancher du premier étage. Donc on peut imaginer, lorsqu'on avait un train qui passait, donc c'était la petite couronne, donc je pense que c'était assez régulier, et qui plus est un train à vapeur, ça devait quand même faire un vacarme assez épouvantable, et donc les gens devaient supporter ça à longueur de journée, à longueur d'année. À cette époque, ce train relie l'est de Paris à la gare de Bastille. Mais à la fin des années 60, l'électrification des lignes sonne le glas des locomotives à vapeur. La gare de Bastille est bientôt détruite et la voie ferrée tombe en ruine. Mais depuis une vingtaine d'années, le toit du viaduc est en pleine renaissance. Perché à 10 mètres du sol, une promenade plantée a remplacé les rails. Un corridor écologique de plus d'1 kilomètre de long. Depuis 2 ans, Pascal Closier est le maître des lieux. On longe l'avenue de Mini, là, qui fait mairie du 12, Bastille, et t'es pas embêté par les voitures, entre guillemets, la pollution, les bruits, c'est plutôt sympa.
Pascal envisage cette coulée verte comme une espèce de jardin éphémère. Le décor doit se renouveler au fil des saisons. Alors au printemps, avec ses 2 collègues, il a réaménagé les abords de ce bassin. On a agrémenté l'endroit avec un gazon fleuri, avec des lavandes. Avant, on a changé un peu de variété. On a fait un gazon fleuri. Et puis, il y a différents niveaux. Enfin, il y a un mail de tilleul. Il y a des arbustes arrondis sur les côtés, des élaïnus, avec d'autres arbustes plus bas. Il y a un niveau plus bas. Et ça donne une perspective plutôt intéressante. C'est une coulée verte qui t'ouvre ses bras. Un jardin qui s'intègre parfaitement dans l'environnement. Quand tu vois cet immeuble-là, c'est magnifique. Regarde le balcon là-haut. C'est trop beau, quoi. Les points de vue de la promenade n'ont plus de secret pour Pascal. Son préféré, le voici. Coiffé d'une douzaine d'atlantes inspirées d'une statue de Michel-Ange, cet édifice construit en 1991 abrite le commissariat du quartier. Il y a toujours des gens qui sont là en train de prendre les photos. Et moi, ces antennes-là, elles me dérangent un peu. Alors, je suis toujours en train de leur dire, surtout cadrer autour de l'immeuble pour ne pas prendre des antennes. Dès qu'il en a l'occasion, Pascal partage cette passion avec les habitués. Non, j'habite à Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Je la recommande à tous mes amis néo-zélandais quand ils vont à Paris parce que personne ne connaît pas. Vous savez pourquoi on ne la connaît pas? Parce que quand on est en bas, les gens ne lèvent pas la tête. Il suffit de lever la tête et on aperçoit les arbustes. On s'est dit, oui, je l'adore. il y a quelque chose qui pousse. L'autre monde. Qui pousse carrément. Ah ouais. C'est intéressant ça. Ouais. Bon. Merci. Je vous en prie, madame. Au revoir, madame. Ce qui me plaît aussi ici, c'est cette proximité. La conversation peut se déclencher très vite. Et ça, pour moi, c'est important. On s'en lâche jamais, quoi. On ne sait jamais du viaduc des Arts. À la nuit tombée, le brouhaha de la circulation est peu à peu remplacé par un son beaucoup plus festif. Dans la rue de Lappe, la fête peut commencer au Balageau. Ouvert en 1936, c'est l'un des derniers bals musettes de la capitale. Mais ce soir au programme, c'est cours de salsa. Ando man gauche, 4 al compos, ando man gauche, 4 al la tête, ando sacala, 4 al compos, ando man gauche, ando 3 soleil. Change. Et les garçons, il ne faut pas la garder, ça va vous coûter cher. C'est la fiesta, c'est comme à Cuba. C'est comme si on était dans les rues de Cuba, avec ce décor qui nous rappelle vraiment les endroits mythiques à Cuba. On se sent comme à Cuba, on fait la fiesta tous ensemble, on partage de bons moments, de la joie et la bonne humeur en fait. Derrière le bar, le patron assure le service. Merci à vous. Depuis une dizaine d'années, Nicolas Chartol est à la tête de cette légende des nuits parisiennes. Savoir que le Balageau, au départ, c'était seulement le bar qui était coupé ici. Et Jo France, qui est sur le tableau, qui a racheté le Balageau, a racheté la fabrique de meubles qui était juste derrière, en fait. Donc la décoration a été faite par Henri Mahé, qui a ficelé la décoration en 60 jours. Il a participé à la décoration du Moulin Rouge, du Grand Rex. Et donc c'est un lieu qui a une âme, quoi. On ne peut pas être indifférent au charme du Balageau, quoi. Parce qu'on a gardé vraiment le décor de l'époque. Donc on fait de la musique moderne, mais dans un lieu d'époque. Au Balageau, cette musique ne s'arrête qu'à l'aube. Ici, tous ces noctambules partagent une même certitude. C'est bien à Bastille, dans ce quartier toujours un peu indocile, que le cœur du Paris de la fête continue de battre aujourd'hui.